c'est fait. Est-ce que tu peux te présenter? Eh bien, Christophe Prudhomme, je suis médecin urgentiste à l'hôpital Avicenne à Bobigny, porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France et délégué national de la CGT. Ok, merci Christophe. Donc le France Insoumise, comme je te l'ai expliqué, fait un comité d'enquête sur ce qui se passe sur l'épidémie, pour essayer de savoir d'où c'est venu, qu'est-ce qui est fait actuellement et avoir quelles améliorations pourraient être portées, et aussi pour interroger un peu sur le monde d'après en termes de leçons de ce qu'on est en train de vivre. Donc c'est sur ces trois thèmes que je vais t'interviewer. Le premier thème, c'est qu'est-ce que tu penses de la situation, comment on en est arrivé là, comment tu la juges, et est-ce que toutes les choses ont été pour toi anticipées, faites correctement, etc. Nous sommes face à une crise qui est quand même inhabituelle, hein, avec un besoin de lits de réanimation qu'on n'a jamais connu. Cependant, si effectivement nous étions partis en guerre, comme l'a déclaré le président de la République, avec le même nombre de lits de réanimation rapportés à la population que l'Allemagne, eh bien, nous ne serions pas dans la situation que l'on connaît en Île-de-France, avec la nécessité d'organiser des transferts en TGV, en avion, etc. Je reviendrai sur le choix qui a été fait des transferts plutôt que de transférer des moyens matériels et du personnel. Mais sur cette question des lits de réanimation, aujourd'hui, nous sommes à peu près à 10 000 lits de réanimation, nous sommes partis de 5 000. Nous aurions pu être à ces 10 000 lits de réanimation si effectivement nous avions eu le même taux d'équipement avant la crise que l'Allemagne. C'est la résultante de la politique de fermeture de lits de ces dernières années. 100 000 lits ont été fermés par les différents ministres qui aujourd'hui publient une tribune pour se féliciter du traitement de la crise par le gouvernement actuel. Tous ces ministres sont responsables de l'impréparation et des difficultés qu'on connaît aujourd'hui, parce que notre système de santé, avant même l'arrivée de cette crise, était sous tension. Et déjà chaque hiver, chaque été, chaque grand week-end, chaque période de vacances, nous manquions déjà de lits de réanimation. Donc quand on est déjà sous tension et qu'il y a une crise qui survient, c'est sûr qu'on frise la catastrophe, ce qui est le cas à l'heure actuelle en Île-de-France. À partir du moment où on a entendu, enfin, à partir de quand vous avez commencé, pas seulement à entendre parler de l'épidémie en Chine, mais à la prendre en considération, et est-ce que tu estimes que, comme le dit le Premier ministre, il n'y a pas eu de retard dans les décisions, dans le confinement par rapport à ce que vous saviez? Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les mesures qui ont été prises ne sont pas forcément les plus efficaces. Elles sont prises dans un contexte de pénurie. On voit bien que le confinement est une des stratégies possibles, stratégie qui n'a pas été adoptée par tous les pays. Quand on est en capacité de faire des tests de manière massive, il n'est pas forcément obligatoire de confiner l'ensemble de la population. Si le choix a été fait de confiner l'ensemble de la population, c'est parce que nous étions dans l'incapacité de pouvoir faire des tests, en capacité qui est encore le cas aujourd'hui. Il faut savoir que le Premier ministre nous promet fin avril la possibilité de pouvoir faire 50 000 tests par jour. C'est moins que ce que fait l'Allemagne déjà aujourd'hui. Donc, on aura les tests quand on lèvera le confinement. Donc, on les utilisera peut-être pour lever le confinement, mais on ne les aura pas utilisés pour gérer le pic de l'épidémie, et donc ce qui nous a obligés à des mesures qui ne sont pas forcément les plus adaptées, comme sur les lits de réanimation, où deux stratégies étaient possibles. Effectivement, évacuer les patients en province ou réouvrir des lits en Île-de-France. Et nous pointons deux mesures emblématiques qui ont été prises par les autorités, en particulier le directeur général de l'assistance publique et le gouvernement à son plus haut niveau, la fermeture de 2 hôpitaux parisiens qui nous auraient été bien utiles et qui auraient pu être utilisés si le choix avait été fait de les rééquiper très rapidement plutôt qu'évacuer les malades. L'hôpital de l'Hôtel-Dieu, qui fonctionne encore et où il y a des locaux disponibles, dont les locaux de l'ancienne réanimation, et l'hôpital du Val-de-Grâce. Ce n'est pas le choix qui a été fait. Bon, on peut constater que ces 2 hôpitaux nous manquent aujourd'hui.
Ok. Est-ce que dans toutes les mobilisations qui ont eu lieu en termes depuis un plus d'un an, il y a le manque de personnel, le manque de lits qui a été pointé. Est-ce que vous imaginiez qu'il y avait un état aussi catastrophique en manque de masques, en manque de surblouses, en manque même de médicaments? Est-ce que ça, c'était quelque chose que vous aviez vu et sur lesquels vous aviez alerté les pouvoirs publics? Sur les stocks, nous savions que la stratégie de l'hôpital-entreprise, du lean management, c'est-à-dire du fonctionnement à flux tendu, que ça soit au niveau des lits, avec la mise en place de gestionnaires de lits, alors que nous demandions la réouverture de lits, ce lean management, c'est un fonctionnement à stock zéro, comme dans les entreprises. Donc, il est clair qu'on n'avait pas une visibilité sur la réalité de ces stocks zéro, mais aujourd'hui, non seulement nous manquons d'équipements de protection, là je sors du SAMU de Seine-Saint-Denis, nous n'avons plus d'équipements de protection adaptés, ce qui fait prendre des risques au personnel. Et pour les patients qui sont en réanimation, aujourd'hui, nous sommes à la limite de la rupture et pour certains médicaments, nous sommes en rupture de médicaments essentiels pour prendre en charge ces patients en réanimation. Quand un patient est intubé ventilé, il faut l'endormir. Et nous n'avons plus un certain nombre de drogues pour maintenir ces patients en coma artificiel. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Alors, bien entendu, aujourd'hui, certaines personnes nous critiquent, y compris moi personnellement, en l'occurrence Madame Bachelot, sur la 5, parce qu'au début de l'épidémie, nous avions contesté un certain nombre de mesures qui étaient prises par le gouvernement. Je maintiens ce que j'ai dit à l'époque, parce que mes propos ont été tronqués. J'avais dit qu'au début de l'épidémie, nous étions sur un nombre de malades et un nombre de morts qui était tout à fait raisonnable, mais j'avais ajouté aussi que si effectivement ce nombre de patients augmentait, au regard de l'état de délabrement de l'hôpital public, nous ne serions pas en capacité de les prendre en charge. Malheureusement, j'avais raison. Et toute proportion gardée aujourd'hui, il faut quand même regarder les chiffres. Oui, il y a beaucoup de morts. Nous avons besoin de beaucoup de réanimation sur une période très courte, bien sûr. Mais le nombre de morts aujourd'hui, même si on ajoute le nombre de morts en EHPAD, qui n'a pas été comptabilisé, finalement, à la fin de l'épidémie, nous aurons sûrement une surmortalité, mais une surmortalité qui ne sera pas extraordinaire par rapport à ce qu'on connaît lorsqu'on a une grippe saisonnière importante, qui, je le rappelle, en France, et on l'oublie, on ne le prend pas en compte, entraîne 10 à 15 000 morts, 10 à 15 000 morts par an. Pour l'instant, nous ne sommes pas encore à ces chiffres. Ce qui est grave aujourd'hui, c'est qu'effectivement, nous avons, à la différence de la grippe saisonnière, beaucoup plus de patients jeunes qui nécessitent des soins de réanimation. Heureusement, une grande partie d'entre eux et la très grande majorité peut passer beaucoup de gens en réanimation, mais avec une mortalité relativement faible. Ça, c'est quand même un élément qu'il faut mettre sur la table pour ne pas être dans un discours catastrophiste qui finalement crée une psychose dans la population, et dans cette période de confinement, ça serait très contre-productif. Qu'est-ce que donc on voit si je suis bien, c'est que la situation de la stratégie aujourd'hui adoptée est la seule parce que nous n'avons pas suffisamment de masques, parce que nous n'avons pas suffisamment de tests, parce qu'on n'a pas suffisamment de lits, contrairement par exemple aux Allemands. Tout à fait. Pour résumer, la stratégie adoptée par le gouvernement, qui a toujours un train de retard, n'est pas une stratégie qui est basée sur des données de santé publique, mais est une stratégie qui est imposée par la gestion de la pénurie de moyens, depuis les masques jusqu'aux médicaments, en passant par les lits de réanimation. On est clair là-dessus, cette pénurie était connue, nous la dénonçons depuis 15 ans, et tous les ministres qui se sont succédés depuis 15-20 ans sont collectivement responsables de cette situation. Et je l'ai déjà dit, aujourd'hui, nous sommes mobilisés sur le terrain, mais à la fin de cet épisode de crise, il faudra que ces personnes rendent compte
et reconnaissent que la politique qu'ils ont menée était une erreur pour qu'on mette en place une autre politique en ce qui concerne les services publics pour qu'on soit en capacité non seulement de fonctionner correctement en période tout à fait normale, mais qu'on puisse aussi se préparer aux crises et n'être pas en situation de catastrophe dès qu'on a une augmentation d'activité qui finalement aujourd'hui est importante, mais on n'a pas des centaines de milliers de morts. Ce n'est pas encore la grippe espagnole des années 1919-1920. Dans la situation actuelle par rapport, tu dis on verra par la suite, là pour l'instant on gère ce qui est en train de se passer. Est-ce qu'il y a des choses que tu préconises que le gouvernement pourrait appliquer au moins pour améliorer ce qui est en train de se passer? Est-ce que là, il y a des propositions que vous faites? Tout à fait. Depuis maintenant plus de 10 jours, nous réclamons que le gouvernement se mette en ordre de bataille. Et se mettre en ordre de bataille, ce n'est pas simplement compter sur la générosité des entreprises, des citoyens, mais c'est organiser la production absolument nécessaire en réquisitionnant les entreprises, en organisant la logistique pour pouvoir livrer la production indispensable pour le bon fonctionnement du système de santé au bon endroit, au bon moment, pouvoir réquisitionner les personnels nécessaires pour les affecter au bon endroit, au bon moment. Et en l'occurrence, aujourd'hui, il faut rapatrier du personnel en Île-de-France et du matériel en Île-de-France parce que la fin de la semaine et le début de la semaine prochaine risquent d'être très difficiles et on ne pourra pas continuer à organiser des transferts de quelques dizaines de patients. C'est très coûteux en personnel. Il faudrait mieux utiliser ce personnel pour renforcer les équipes. Il faut savoir que nous sommes une des premières métropoles mondiales. On n'évacuera pas tous les patients. Il faut renforcer les moyens aujourd'hui en Île-de-France. Que l'on ait soulagé nos collègues du Grand Est qui sont dans une situation très difficile, effectivement, en transférant un certain nombre de patients, pourquoi pas? Encore que, il faut s'interroger. Il faut s'interroger sur les stratégies. Il suffit de franchir le Rhin et les problèmes sont complètement différents. Vous voyez, il reste des lits de réanimation de l'autre côté de la frontière. Et ça pose la question de à quoi sert l'Europe aujourd'hui? Chaque pays a une stratégie, chaque pays a fermé ses frontières, aucune collaboration au niveau industriel, bien au contraire, c'est la concurrence effrénée, y compris au niveau des commandes et des livraisons qui proviennent des entreprises situées actuellement en Asie. Donc c'est un joyeux bordel, l'Europe. Et le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est que l'Europe ne sert à rien aujourd'hui dans une situation de crise. Voilà, c'est ça quand même le constat. Et ça met en lumière le fait que l'outil industriel français n'est même pas capable aujourd'hui de produire le nombre de masques dont on a besoin. Les masques, c'est quand même pas difficile à produire. On pourrait quand même aujourd'hui réquisitionner les entreprises textiles qui restent en France pour produire des masques en quantité et pas être obligé de faire un point aérien, comme c'est le cas à l'heure actuelle, avec quelques millions de masques qui arrivent dans chaque avion. Et encore, nous n'avons même pas les avions qui ont la capacité de transporter ces masques. Il a fallu faire appel à des avions de l'Ukraine et de la Russie. Et je signale aujourd'hui que nous sommes très en colère parce que moi, depuis maintenant presque 35 ans, je me bats contre le numerus clausus, c'est-à-dire la diminution drastique du nombre de médecins en formation. Et nous avions raison, puisque la France aujourd'hui, n'en déplaise à ceux qui n'aiment pas ces régimes, eh bien, les départements d'outre-mer aujourd'hui viennent de faire appel à des médecins cubains. Voilà où ils en sont en France aujourd'hui. Heureusement qu'il y a Cuba qui a formé des médecins pour qu'ils puissent venir nous aider dans les DOM. Et peut-être demain sur le territoire français, comme l'a fait l'Italie. J'ai vu qu'il y avait une demande de réouverture Val-de-Grâce et Hôtel-Dieu, en tout cas en termes d'hôpital. Où aller, si c'était le cas, où aller chercher le matériel? Parce que tu dis on pourrait faire des transferts de matériel des régions, mais est-ce qu'il ne viendrait pas à manquer dans les régions en question? Mais non, parce qu'aujourd'hui, nous avons des contacts avec nos collègues de province dans un certain nombre de régions. C'est le désert des Tartares, c'est-à-dire qu'ils sont mis en ordre de marche, ils ont augmenté le nombre de lits de réanimation et pour l'instant, ils ont peu de malades. Donc, il nous paraît en termes d'organisation logistique beaucoup plus adapté de transférer le matériel qui pour l'instant n'est pas utilisé et le personnel qui est disponible en région parisienne pour passer le pic de l'épidémie
Et quand on aura passé le pic de l'épidémie et que la vague risque d'arriver dans d'autres régions, eh bien, on rapatriera le matériel dans les régions concernées. En attendant, les respirateurs supplémentaires qu'on nous promet, puisque il nous reste encore une entreprise qui fabrique des respirateurs qui est Air Liquide, il serait bon que l'ensemble de l'industrie spécialisée, en particulier les ingénieurs, les ouvriers d'Airbus, plutôt que de construire des avions aujourd'hui, nous construisent rapidement des respirateurs. C'est ça l'urgence. Quand nous demandons la réquisition des entreprises, c'est qu'on ait vraiment une stratégie organisée de réquisition des entreprises qui sont essentielles à la production des moyens dont nous avons cruellement besoin et que nous manquons aujourd'hui dans les hôpitaux, sans compter nos collègues en ville qui aujourd'hui ne peuvent pas se protéger parce qu'ils n'ont pas de masque, nos collègues ambulanciers qui travaillent dans des conditions inadmissibles, et même pour la prise en charge des malades les plus contagieux, les plus graves, dans mon SAMU, j'y étais encore il y a 2 heures, nous manquons de tenues de protection adaptées. Les internautes peuvent regarder sur Internet la manière dont se protégeaient nos collègues en Asie, en Chine, en Corée, à Singapour. Ils avaient des combinaisons. Dans mon SAMU, je n'ai aucune combinaison de ce type. Nous avons uniquement des surblouses en ce qu'on appelle du non-tissé, où quand on fait un geste un petit peu brusque, eh bien la surblouse se déchire. C'est ça la réalité. Et nous avons un manque de masques adaptés, de lunettes, voilà, des choses tout à fait simples qui nous manquent aujourd'hui. Et je tiens à rappeler quand même que si la réserve sanitaire qui avait été faite à la suite de la grippe H1N1 n'a pas été renouvelée, eh bien les responsables sont connus. L'arbitrage entre le ministère de la Santé et le ministère de l'Économie à l'époque s'est fait au détriment du ministère de la Santé. Et qui a pris la décision? Monsieur Macron à l'époque, qui a fait le choix de supprimer la réserve sanitaire nationale auprès de l'établissement qui s'appelle l'EPRUS et qui a publié des décrets pour obliger les hôpitaux, les collectivités locales et les entreprises à se doter de stocks de masques. Mais comme aujourd'hui, nous n'avons plus l'administration, en particulier au niveau des préfectures, personne n'était capable d'avoir un état des lieux sur les stocks de masques existants. Ce qui fait que nous sommes partis en début d'épidémie avec un stock de masques ridiculement bas qui nous met aujourd'hui en difficulté et qui oblige à ce pont aérien qui nous amène, pour prendre une image, c'est remplir un tonneau avec un dé à coudre. Comment tu parles de réquisition, tu parles éventuellement de reconversion de certaines industries pour faire des respirateurs, des masques. C'est quelque chose de réaliste en quelques semaines que des usines qui produisent tout autre chose puissent faire ce genre de matériel ou ou que des entreprises textiles puissent faire des masques à peu près efficaces? Bien sûr, les plans d'un respirateur, c'est connu. C'est de l'électronique. Beaucoup d'entreprises possèdent des machines qui peuvent produire les pièces et on a les schémas de montage. On peut très rapidement, effectivement, réorienter les productions. C'est ce qu'on a fait dans tous les conflits, très rapidement. Je rappelle que les usines Renault, que ce soit lors de la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, ont très rapidement arrêté la production des automobiles traditionnelles pour produire des obus et des chars. Ça peut se faire très rapidement, mais plus on retarde la décision, eh bien, plus c'est difficile ensuite, effectivement, de pouvoir être dans les temps en termes de livraison pour qu'on puisse effectivement ne pas être en permanence en situation de pénurie, ce qui psychologiquement, pour les soignants, est très difficile. Nous avons déjà un métier difficile en période de crise, entre la charge physique et la charge psychologique. C'est compliqué. Quand en plus on est en colère parce qu'on n'a pas le bon matériel, eh bien, il faut comprendre que nous soyons aujourd'hui en colère, dans une colère qui ne s'exprime pas forcément immédiatement, mais qui s'exprimera à la fin de la crise de manière assez virulente, parce que, vous savez, moi, je suis dans un service où nous sommes en grève depuis 1 an.
Nous avons réclamé depuis 1 an du personnel, des lits, des moyens logistiques, des augmentations de salaire, et rien n'est venu. Et le ministre, aujourd'hui, qui a pris le siège de Madame Buzyn, est celui que nous avons rencontré en novembre au Parlement, qui a été le rapporteur de la loi de financement de la sécurité sociale et qui ne nous a pas écoutés et qui a fait voter une loi de financement de la sécurité sociale qui nous serrait encore plus le nœud coulant financier qui nous étranglait. Voilà, donc il faut être clair, aujourd'hui, le discours qui nous est présenté par les pouvoirs publics n'est pas à la hauteur de ce qu'on attend. Et en particulier, les promesses du président non chiffrées ont renforcé la colère des soignants. Pourquoi? Ben là, je vais reprendre ma casquette de médecin et non plus de syndicaliste. Quand je suis face à un malade et que je prescris un traitement, si je veux que ce traitement soit efficace, eh bien, il faut prescrire la bonne dose. Dans le discours de M. Macron, il n'y avait aucun chiffre. Or, nos revendications sont claires. Nous voulons l'arrêt des fermetures de lits, la réouverture de lits dans un certain nombre d'endroits. Nous voulons la création de 100 000 postes à l'hôpital, de 200 000 postes en EHPAD immédiatement, des augmentations de salaire et des crédits pour le fonctionnement et pour l'investissement que nous avons chiffrés avant même que l'on ait des besoins supplémentaires dans le cadre de la crise qu'on connaît à l'heure actuelle, à 4 milliards d'euros immédiatement, uniquement pour 2020. C'était une augmentation du budget des hôpitaux de 5%, ce n'était pas de demander la lune. Et donc, M. Macron, dans son discours à Mulhouse, n'a cité aucun chiffre. Donc, des simples promesses, c'est ce qu'il nous avait déjà fait au mois de novembre. Eh bien, on n'y croit pas à ces promesses. Je veux dire que s'il y a une loi d'urgence à voter tout de suite pour l'hôpital, comme a l'air de dire Macron, voilà les chiffres que vous proposez. Voilà les données que vous proposez. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est tout à fait clair. 100 000 emplois pour l'hôpital, 200 000 emplois pour les EHPAD, 4 milliards d'euros immédiatement, des augmentations de salaire pour rejoindre la moyenne des rémunérations des professionnels de santé des pays de l'OCDE. C'est le minimum, ce qui veut dire pour les infirmières une augmentation de 20 à 25% des salaires. Voilà ce qu'on demande, et pas des primes exceptionnelles. Et quand M. Macron nous demande de travailler jusqu'à 60 heures par semaine par dérogation et qui nous dit qu'il y aura des heures supplémentaires majorées, mais M. Macron, c'est simplement le droit du travail, l'application du droit du travail des heures supplémentaires majorées. Donc, ce n'est pas un cadeau que vous nous faites. Là, par rapport à la situation du confinement où on laisse penser que ça pourrait durer jusqu'à fin avril, vu la situation actuelle, est-ce que tu estimes que c'est réaliste? Le confinement risque de durer au-delà de la fin avril, aujourd'hui, au regard de la situation. Peut-être pas dans toutes les régions, mais nous sommes partis avec du retard pour gérer cette crise dans une situation très dégradée, sans moyens. Et donc, quand on gère une crise et qu'on court après l'événement, eh bien, c'est clair que c'est difficile de gérer la crise et qu'elle risque de durer plus longtemps que ce n'aurait été le cas si les moyens avaient été mis en œuvre plus précocement. On voit aujourd'hui en Chine, en Corée, eh bien, l'épidémie n'est pas derrière eux, mais l'épidémie a été maîtrisée. Et donc, l'activité peut reprendre. Nous naviguons à vue et on voit bien que l'ensemble de l'Europe, et en particulier les pays d'Europe du Sud, n'étaient pas préparés, comme l'Italie, l'Espagne ou la France. Donc, nous sommes dans une situation aujourd'hui où le lever du confinement se fera, il y a plusieurs hypothèses, mais il faudra peut-être, pour éviter un rebond de l'épidémie, on aura peut-être à ce moment-là des tests, et bien tester les patients pour vérifier qu'ils ne sont pas contagieux avant qu'ils reviennent en milieu ordinaire. Et puis, il serait bien que l'on puisse lever le confinement en maintenant des protections par précaution et que tout un chacun, que tout citoyen puisse acheter un produit de consommation ordinaire qui s'appelle un masque de protection. Tu parles des tests.
qui paraît être un peu la condition pour lever au moins une partie du confinement. Vu le retard qu'on a accumulé, à ton avis, il faudrait pouvoir avoir combien de tests disponibles, que ce soit en sérologie ou pour savoir si on l'a eu. Comment tu... Bon, pour l'instant, les tests sérologiques ne sont pas au point. Les tests par écouvillonnage ont une fiabilité qui n'est pas à 100%, mais il est clair que si on a besoin d'un dépistage de masse, eh bien, il faut pouvoir tester 68 millions de personnes, éventuellement même plusieurs fois. Donc, ça te donne le volume de tests qu'il faut produire. Ce n'est pas 50 000 par jour. Comment on fait pour rattraper un retard comme ça? Comment on le produit, le test? Qu'est-ce qu'il est possible de faire? Eh bien, nous, on a une entreprise qui produit les tests en France qui s'appelle Biomérieux et qui, jusqu'à une période tout à fait récente, continue à exporter des tests au mieux-disant pour pouvoir honorer les contrats qu'il avait signés avec un certain nombre de pays. Nous sommes très en retard. Donc, quand nous demandons la réquisition des entreprises, nous demandons la réquisition des entreprises qui sont en capacité de produire des tests rapidement pour qu'on puisse produire des millions de tests le plus rapidement possible. Ça s'organise. Il y a des entreprises qui peuvent le faire immédiatement, qui sont les entreprises qui sont celles qui les produisent habituellement. Et il y a des entreprises qu'on peut réorienter vers la production de ces tests. Voilà, ça s'appelle effectivement une organisation, une réorganisation et une réorientation de notre outil productif vers des priorités. Voilà, aujourd'hui, il faut savoir que dans mon service tout à l'heure, eh bien, un de mes collègues est venu avec un masque de protection, enfin une visière de protection en plexiglas qu'il avait construit lui-même avec une imprimante 3D. Voilà où on en est aujourd'hui. C'est-à-dire que ce sont les citoyens, les personnels qui eux-mêmes fabriquent le matériel dont ils ont besoin. On doit avoir quand même encore un outil productif en France qui devrait être capable de produire du matériel en nombre suffisant à partir du moment où on s'organise et que l'on a des priorités qui sont clairement définies. Alors, j'ai appris par exemple qu'un certain nombre d'imprimantes 3D étaient arrivées à l'hôpital Cochin pour produire du matériel. Mais ça relève ça de l'initiative individuelle. Ce qui nous met en colère, tout à l'heure, dans Mont-Samu, j'ai vu arriver un camion avec des gendarmes. Les gendarmes nous livraient des masques qu'ils avaient en stock et dont ils n'avaient pas besoin. C'est-à-dire qu'on compte aujourd'hui sur la solidarité entre professionnels, entre citoyens, et l'État est complètement défaillant et absent, en particulier les agences régionales de santé qui devraient être là pour organiser tout cela. Donc c'est ça qu'aujourd'hui il faut contester et c'est là-dessus que vous, parlementaires, vous devez interroger le gouvernement. Pourquoi ces défaillances et pourquoi cette absence de prise de décision? Moi, je suis urgentiste. En urgence, on doit prendre des décisions. Alors, on peut se tromper de prime abord, mais si on veut sauver le malade, il faut reconnaître qu'on s'est trompé et puis il faut changer le traitement, il faut changer de stratégie. Ce n'est pas ce qui est fait aujourd'hui par le gouvernement à hauteur de ce qu'on peut attendre. Tu estimes que le gouvernement laisse aujourd'hui le marché continuer et qu'il n'est pas assez directif et assez planificateur pour organiser tout ce que tu es en train de dire? Tout à fait. Que monsieur le plus riche du monde mette son outil de production de LVMH gracieusement pour produire du gel hydroalcoolique, on l'en remercie, mais j'aurais préféré que monsieur Arnault ne devienne pas la fortune la plus importante au niveau mondial, mais qu'il paye ses impôts en France plutôt que d'être résident belge. Voilà. Et ça aurait permis d'avoir un peu plus de moyens pour les services publics, en particulier pour le service public hospitalier. Ok. Est-ce que, bon, je crois que j'ai à peu près compris la problématique actuelle. Est-ce que vous avez des contacts avec le ministère? Est-ce que
d'une manière ou d'une autre, vous avez l'impression qu'il y a au moins une écoute de ce que vous êtes en train de dire là? Non, c'est le mépris le plus total. Pour obtenir un premier rendez-vous qui a eu lieu vendredi dernier entre les organisations syndicales et le gouvernement, il a fallu pleurer, envoyer X mails. C'est la même chose avec l'Agence régionale de santé. Les organisations syndicales qui représentent les salariés qui sont au turbin aujourd'hui sont complètement méprisées. Nous sortons demain un communiqué de presse de l'ensemble des organisations syndicales avec les collectifs, le collectif interhôpital et le collectif interurgence, avec des associations de citoyens pour protester justement contre ce mépris du gouvernement qui considère les organisations sociales comme quantité négligeable dans la gestion de la crise. Sauf que ce sont quand même ces organisations qui représentent ceux qui sont aujourd'hui au front. Comment tu vois le monde d'après? Quelles leçons il va falloir tirer de tout ça? Bon, j'ai entendu tout à l'heure le plan d'urgence que vous prévoyez, mais plus globalement, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour être capable de réagir sur ce genre de situation à l'avenir et de reconstruire une santé publique digne de ce nom? Il va falloir convaincre, mener un vrai débat très large sur un ensemble de questions, depuis la question écologique, parce que si ce virus est apparu comme était apparu le VIH, le virus Ebola et le SRAS, c'est lié à la déforestation et au contact entre un monde animal et un monde humain qui, jusqu'à présent, vivait chacun de son côté. Donc ça pose des questions écologiques, ça pose la question de l'organisation de l'économie mondiale, c'est-à-dire de la mondialisation, avec des chaînes de production qui font le tour de la planète pour maximiser les profits. Ça pose la question des services publics, ça pose la question, effectivement, des conditions de travail des professionnels qui assurent la continuité de ces services publics. Ça remet en cause tout ce qu'on nous a vendu, le monde libéral, le tournant libéral, depuis Thatcher et Reagan et Bérégovoy en France. Ils pensaient avoir gagné, mais je pense qu'aujourd'hui, eh bien, il va falloir convaincre les citoyens que d'autres solutions sont possibles et que ce n'est sûrement pas celles qu'on nous a vendues depuis 40 ans dans la mondialisation libérale triomphante, de l'individualisme contre le collectif et de l'argent qui compte plus que l'humain. Ok. Bon, bah écoute, je te remercie, Christophe. Je pense que je pense c'est une audition qui était importante. Je prends soin de toi. Voilà, prenez soin de vous. Parce qu'on sait que oui, c'est dur là. Bon, pour nous, les anciens, là, qui avons un peu de recul, on encaisse le coup, mais autour de moi, j'ai beaucoup de jeunes qui vont pas très bien. Et l'atterrissage va être difficile après la crise parce que là, ils tiennent sur les nerfs, mais ça va être compliqué, la sortie de crise pour eux. Il faudra penser à eux aussi. Ouais, il faudra que les gens qui applaudissent sur les balcons viennent manifester avec les soignants, je pense. Voilà, alors ce que je peux te dire aussi, c'est que ce qu'on a décidé hier soir, c'est que le 7 avril, comme chaque année, c'est la journée mondiale de la santé. Et le 7 avril, on propose une journée d'action pour les personnels des hôpitaux en France et en Europe. On est en train de se coordonner pour que les applaudissements ils partent à 20h de l'hôpital et ils soient relayés en ville. Et on va accrocher beaucoup de banderoles sur les grilles de nos hôpitaux pour qu'au-delà des applaudissements, les gens reprennent nos revendications dans leurs slogans, à leur balcon. Ok, merci Christophe. On va relayer tout ça et n'hésite pas à revenir vers nous. À bientôt et bon courage à toi. Il n'y a pas de souci. Merci à toi. Ciao.